parmi les leaders de paix, on doit absolument citer Abraham Lincoln, que je considère personnellement comme étant le plus grand politicien de tous les temps, et de toutes époques confondues. Devant Auguste, devant Marc Aurèle, qu'on devra pourtant cité dans la néopolitique, devant Winston Churchill, Abraham Lincoln a fait preuve d'une énorme composition et d'un énorme esprit politique pour saisir l'opportunité que constituait la guerre civile américaine. La guerre civile américaine, il en a fait un judo. Il a transformé cette défaite, cette horreur, ce conflit le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis d'Amérique, il l'a transformé en une opportunité. Au début, la guerre civile américaine naît non pas des débats sur l'esclavage, elle naît avant tout de la question des disparités économiques entre le Nord et le Sud. Les États du Nord et les États du Sud ont des modèles économiques différents, notamment basés sur l'industrialisation. On sait déjà que le fait que l'économie romaine fût basée sur les esclaves a empêché cette économie de développer de nouvelles machines. Pas directement la machine à vapeur, encore que un prototype de machine à vapeur existait à Alexandrie au IVe siècle après Jésus-Christ, l'éolipile, développé par Héron d'Alexandrie, ce qui était un peu l'Archimède de la civilisation ptolémaïque. Mais au-delà, juste après, dans ce que l'on a appelé l'âge sombre, quand l'esclavage a commencé à être aboli par le premier christianisme, et même encore une fois si le servage était une forme d'esclavage nouvelle, eh bien on voit apparaître de nouvelles technologies agricoles, socs de charrue, assolement triennal, on en a parlé au début de ce cours. Eh bien, de la même façon, le modèle économique du Nord était basé sur l'absence d'esclaves, mais sur l'envie entrepreneuriale, ce que l'on allait appeler plus tard le rêve américain, était bien davantage porté par les États du Nord que par les États du Sud. Et la conséquence immédiate en était que les États du Nord recevaient une démographie, une immigration très supérieure aux États du Sud. Quand on voulait être un immigré irlandais, quand on était par exemple un immigré irlandais suite à la famine de 1848, eh bien on entrait beaucoup plus volontiers aux États-Unis par New York ou par Baltimore que par la Nouvelle-Orléans. Et ce n'était absolument pas un hasard. Eh bien, ces deux disparités de modèle économique avaient amené les États du Sud à exiger que l'on imposât l'esclavage, ou tout du moins qu'on l'autorisât au-delà du Mississippi. Et c'était ça l'enjeu réellement de la sécession. Ce que demandaient les États du Sud, c'était la possibilité d'étendre l'esclavage au-delà du Mississippi, pour préserver, disait-il, leur tradition ou leur culture, la tradition à bon dos. Mais les États du Nord avaient bien évidemment observé que l'abolition de l'esclavage pouvait être rentable économiquement. Elle l'a été. L'abolition de l'esclavage a été rentable. Personne ne s'y attendait, comme personne ne s'attend très souvent à ce que la paix soit rentable, alors qu'elle l'est indéfiniment et systématiquement. Elle ne l'est pas pour certains, en particulier si leur industrie est centrée sur l'armement, mais on pourrait voir que même eux pourraient trouver un avantage à la paix. Et d'ailleurs, nous conclurons la totalité de ce cours sur cette grande question. Est-ce que l'industrie de l'armement pourrait trouver un avantage à la paix? Et nous donnerons tout un tas d'exemples de cela, même si cela peut sembler une contradiction dans les termes. Eh bien, dans le cas de la guerre de sécession, les États du Nord avaient aboli l'esclavage, cela s'est avéré rentable parce que ça les a fait rentrer dans un nouveau modèle de production, beaucoup plus productif qui a transcendé le précédent et dans lequel ils ont pu avoir les deux réellement, c'est-à-dire le bien d'un point de vue moral et la productivité d'un point de vue économique. Nous pouvons avoir la même chose aujourd'hui, aussi bien avec la paix qu'avec l'abolition des déchets, mais cela sera l'objet d'un autre cours. Eh bien, dans le cas de la guerre de sécession, cette sécession est une conséquence de ce que le Nord refuse d'étendre l'esclavage à l'ouest du Mississippi. Un candidat en particulier, Abraham Lincoln, déclare dans son programme qu'il refusera catégoriquement d'étendre le modèle esclavagiste à l'ouest du Mississippi. Il ne déclare pas, contrairement à ce que l'on aurait pu croire, que l'esclavage sera aboli s'il est élu, pas du tout. Il déclare simplement que les États esclavagistes seront les derniers, qu'il n'y en aura pas de nouveaux. C'est un petit peu comme la prolifération nucléaire. Simplement, il décide de réduire la prolifération de l'esclavage, avec en vue, bien sûr, un jour, une abolition, mais pas immédiate. Le Sud, quand Lincoln est élu, fait sécession. Un fort qui était bien entendu armé par des soldats de l'Union, le fort Sumter, est mis à siège par les sudistes et est attaqué. C'est l'ouverture de la guerre de sécession.
Pourquoi Lincoln est un génie et pourquoi ce qu'il a fait est tout à fait pertinent dans la néopolitique? D'abord, d'une part, parce que Lincoln va mener une guerre politique. La force de Lincoln est d'être un génie politique et d'avoir la supériorité politique sur les États du Sud du point de vue de la conduite de la guerre. La dimension politique est toujours la plus importante dans la conduite de la guerre. Par exemple, dans l'indépendance de l'Algérie, l'armée française dominait militairement, de très très loin. L'armée française avait battu le FLN d'un point de vue militaire, mais absolument pas d'un point de vue politique. Et le FLN a battu la France, pas l'armée française, d'un point de vue politique. Et dans une guerre, si l'on est défait militairement, mais qu'on est gagnant politiquement, eh bien, on a gagné tout court. Car comme l'avait très bien dit Clausewitz, la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. Quand on n'arrive pas à imposer sa politique à un tiers, eh bien, on a recours à la force pour le faire. Encore une fois, le terme de Louis XIV, ultima ratio regum. Le dernier argument des rois, le dernier argument de la politique, c'est la guerre. Lincoln avait des généraux qui, au début de la guerre, étaient très essentiellement incompétents. McClellan, qui se prenait volontiers pour un nouveau Napoléon, était une catastrophe ambulante, ne respectait pas les ordres de Lincoln et a mené les armées du Nord très régulièrement au désastre. En face de lui, il y avait le plus grand général de son époque, le général Lee, qui n'était pas esclavagiste, qui avait d'ailleurs libéré ses esclaves lui-même et qui était totalement contre le modèle économique du Sud, mais qui également refusait catégoriquement de prendre les armes contre son propre État, la Virginie. Lincoln l'avait convoqué, lui avait même proposé de prendre la tête des armées de l'Union, étant conscient de ce qu'il était le meilleur général de son temps, et Lee lui avait clairement déclaré qu'il ne pouvait pas moralement prendre les armes contre sa terre natale. Lincoln, dans sa grande noblesse, laisse Lee repartir, sachant qu'il va avoir en face de lui le général le plus difficile et le plus brillant de son époque. Eh bien, malgré ça, la guerre de sécession va être gagnée par le Nord parce que politiquement le Nord aura l'avantage et en particulier parce que le Nord va mener une guerre industrielle. Lincoln fera immédiatement installer un grand centre télégraphique à la Maison-Blanche et il prendra les dépêches télégraphiques immédiatement, ce que ne faisaient absolument pas les généraux et les leaders politiques du Sud. Lincoln utilisera très abondamment le chemin de fer qui était beaucoup plus développé au Nord qu'au Sud. Encore une fois, histoire industrielle et abolition de l'esclavage aidant, et il utilisera donc abondamment ces voies de chemin de fer pour projeter des armées plus rapidement, et ça en fera encore une fois un leader politique de guerre d'exception. Mais au début, le Nord sera menacé et sera à deux doigts de la défaite de façon assez régulière. Lincoln saisit alors l'opportunité de faire de la guerre de sécession une guerre contre l'esclavage. Et il va utiliser son passé de juriste, son expérience, pour, en s'appuyant sur le droit américain, libérer les esclaves immédiatement, en tout cas d'un point de vue juridique. Il existe une loi dans le droit américain, à l'époque, qui considère qu'en situation de guerre, il est possible de saisir les biens de l'ennemi au titre de la contrebande de guerre. Eh bien, prenant et encore une fois faisant du judo avec la situation et avec les revendications de l'adversaire, Lincoln va dire au Sud que si le Sud tient absolument à avoir des esclaves, c'est-à-dire que des humains soient une propriété privée, eh bien, au titre de la loi sur la contrebande de guerre, il a le droit de saisir cette propriété privée pour ensuite la libérer. Eh bien, Lincoln a signé la proclamation d'émancipation de cette manière. Il a déclaré que les esclaves du Sud étaient contrebande de guerre et il les a saisis par voie légale pour ensuite les libérer. Bien entendu, il ne l'a pas fait physiquement, mais il l'a déclaré dans le droit, pour pouvoir dire que maintenant, les esclaves pouvaient se battre, et il a commencé à former des bataillons, aussi bien d'esclaves enfuis du Sud que d'Afro-Américains du Nord à cette époque. Mais au-delà, Lincoln s'est rendu compte qu'il fallait saisir l'opportunité de tous ces massacres, de toutes ces guerres, pour passer le 13e amendement, qui est le sommet de sa carrière et l'amendement le plus important de l'histoire de la Constitution américaine, c'est-à-dire la déclaration qu'il ne peut exister d'état d'esclavage, sauf ou d'état de privation de liberté aux États-Unis, que dans le cadre d'une condamnation par la loi. Eh bien, ça, c'est encore une fois un cas d'ingéniosité politique, un cas de génie politique, d'innovation politique réellement, qui permet de transcender un conflit, qui permet d'aller plus loin. Lincoln ne fera pas l'erreur que fera Clémenceau plusieurs décennies plus tard, il n'essaiera pas d'humilier le Sud. Il déclarera même qu'une chanson sudiste était sa préférée, la chanson Dixieland, et en aucun cas il n'essaiera d'écraser et de réellement creuser les plaies de la guerre de sécession, de la relation entre le Nord et le Sud. Donc,
Voilà encore une étude de cas sur l'importance du leadership, l'importance de la sagesse et de la connaissance dans la résolution de conflits.